Mesdames, Messieurs, chers sociétaires, chers académiciens, chers amis, j'ai l'honneur et le plaisir de vous présenter aujourd'hui le professeur François Cirvaux qui nous expose bien sûr la communication de ce jour. Les chirurgiens orthopédiques et les odontologistes sont de vrais cousins. Nous avons beaucoup de points communs. Certes, la chirurgie, mais aussi et surtout l'étude et le développement des biomatériaux qui sont souvent communs dans les deux professions. Et depuis plus de 40 ans, j'ai eu la chance de côtoyer des amis chirurgiens orthopédiques. Tout d'abord, le professeur Delagoutte, avec lequel nous avions créé en commun un DEA commun à nos deux professions qui a fonctionné durant de nombreuses années avec des chirurgiens dentistes et des orthopédistes. Puis avec mon ami le professeur Didier Ménard, avec lequel nous avons fondé une session de formation continue tous les 2 ans sur les biomatériaux, les implants orthopédiques et dentaires. Et de ces séances sont issus plusieurs ouvrages colisant tous les travaux des orateurs français ou internationaux que nous avons reçus. Et j'ai aussi eu le plaisir de côtoyer mon ami Henri Coudane, avec lequel nous avons partagé des années de décanat. Aujourd'hui, je découvre avec vous le professeur François Cirvaux. Il est professeur des universités à l'Université de Lorraine depuis le début des années 2000, praticien hospitalier du CHRU de Nancy, travaille au centre chirurgical Émile Gallet. Il est chef de service en chirurgie orthopédique et traumatologique. Il est chef du pôle lorrain de chirurgie de l'appareil locomoteur, membre du comité d'éthique à la Banque de Tissus et directeur de l'école de chirurgie à l'hôpital virtuel de Lorraine. Et c'est à ce titre qu'il va nous parler ce soir. Il a obtenu son doctorat d'université à Nancy en 2003 et son habilitation à diriger les recherches en 2004. Bien sûr, il est l'auteur de nombreuses publications et communications nationales et internationales. Je suis très heureux de connaître ce nouvel ami, de l'ajouter à ma collection d'amis chirurgiens orthopédiques. Comme vous, j'ai hâte de l'écouter sur la 3D et la chirurgie reconstructrice des membres. Merci. Merci à tous. Merci pour votre invitation. Je suis très honoré d'être parmi vous aujourd'hui. J'espère que mon diaporama va marcher. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que je peux avoir des informations? Sans diapo, ça va être compliqué. Oui, ça va marcher. Je sens que ça va marcher. Alors, il est un peu lourd parce que j'ai pris le parti de vous montrer quelques vidéos et évidemment, ça alourdit tout de suite les choses. Alors, la chirurgie orthopédique et traumatologique, vous savez, s'adresse aux déformations des membres, à la pathologie des os et des articulations. Dans ce cadre-là, on est amené à créer des paires de substances osseuses et je vais vous montrer comment on a pu bénéficier depuis quelques années de l'apport de la chirurgie assistée par l'ordinateur et notamment de la reconstruction 3D dans cette chirurgie particulière. Le PowerPoint, il a du mal hein, quand même. On est à 63%. C'est comme le décollage d'une fusée quasiment. On a un compte à rebours. Mais ça devrait arriver. Parce qu'en plus, j'arrive plus à connecter mon ordinateur, donc j'espère que ça fonctionnera. C'est bon. Oui, le voilà. Est-ce qu'on peut l'afficher? Puis, je vais vérifier que... Je pense que tu as la main là. Vous mettez en projection. Ah, il l'a réouvert là. C'est pas la peine. Hein. Alors, on peut faire du 3D, mais vous voyez déjà du PowerPoint, c'est compliqué. Hein. Il a la main avec la souris. François. Oui. Là, tu as la souris normalement. Là, tu peux servir. Il faut ouvrir celui du dessus. Là. Non, mais c'est lui qui l'ouvre là. Non, mais il y en a un deuxième qui s'ouvre là. Il s'ouvre 2 fois. Pas grave. Voilà, vous pouvez le mettre en grand là. Voilà, parfait. Bien, voilà. Donc, le contexte, c'est la gestion des pertes de substances osseuses qu'on va générer dans certaines circonstances. Alors, parfois, c'est effectivement généré par la traumatologie. Vous avez l'exemple ici d'un accident de chasse avec un patient qui a perdu, vous voyez, une partie de son fémur, et chez qui on va utiliser une ostéosynthèse, une fixation avec du ciment. Et je vous ai mis un rond pour vous montrer qu'on a utilisé la tête du fémur du patient pour greffer sa perte de substance osseuse. Ça, c'est ce qu'on appelle une autogreffe.
Dans d'autres circonstances, on va avoir des reprises de prothèses. Ici, c'est un patient qui avait été opéré à l'âge de 25 ans en Italie pour une tumeur et qui avait une reconstruction par du ciment qui a cassé. Et on l'a reconstruit en utilisant l'os d'un donneur décédé, une allogreffe et une prothèse. Et dans les pertes de substances après résection tumorale, on va pouvoir associer les deux. Ici, vous avez une tumeur du tibia. Vous voyez la tumeur qui a été réséquée avec le tibia qui l'entoure à droite, et puis la greffe qu'on va utiliser, l'échange standard quasiment qu'on va utiliser avec cette autogreffe dans laquelle on va mettre un péroné vascularisé, c'est-à-dire le péroné contralatéral qui est enchâssé avec une reconstruction allogreffe plus autogreffe, simplement ce vocabulaire que je voulais vous donner. Alors la chirurgie tumorale osseuse, c'est une chirurgie qu'on pratique régulièrement dans les centres d'expertise où le pronostic vital et fonctionnel dépend de la qualité de la résection. En gros, ces patients porteurs d'un cancer osseux doivent être opérés par résection, par ablation du cancer, mais aussi d'une partie de l'os qui se trouve autour et qui est contaminée. Cette prise en charge est faite en centre de référence, où il a été montré que ça améliorait la survie, et Nancy est centre de référence pour la région, pour la prise en charge de ces sarcomes. Le pronostic fonctionnel, il dépend des possibilités et de la qualité de la reconstruction, de ce qu'on peut faire avec ce qui reste et avec les moyens qu'on a. Le prérequis de cette chirurgie, c'est d'abord une prise en charge multidisciplinaire, la RCP, c'est la réunion de concertation multiprofessionnelle qui va réunir les oncologues, les radiothérapeutes, les radiologues, les anapathes, etc. Dans cette discussion, on va décider des traitements néoadjuvants, c'est-à-dire de la chimiothérapie avant l'opération, du pronostic, surtout du calendrier, de la stratégie, et on va définir les marges, c'est-à-dire décider quelle partie de l'os doit être enlevée. C'est à cela que je veux en venir avec la reconstruction 3D, vous allez le voir. Alors, quelle est l'indication de la chirurgie assistée par ordinateur? C'est d'abord les zones anatomiques complexes. Et la zone anatomique, une des zones anatomiques les plus complexes, c'est le bassin. Le bassin, c'est volumineux, c'est en 3D, c'est compliqué, il y a plusieurs os. Et vous voyez ici cette tumeur, alors je ne sais pas si j'ai une flèche qui fonctionne. En rouge, vous voyez la tumeur. Et autour de cette tumeur, vous voyez l'os qui doit être enlevé avec la tumeur, parce que c'est l'os qui est au contact de la tumeur et qui doit être réséqué. Dans ces circonstances, on a donc une résection, une ablation qui est multiplanaire. Il faut définir exactement l'endroit où on va enlever l'os. Vous avez aussi la possibilité d'avoir une tumeur qui est à proximité d'une articulation. Comme on voit ici, vous voyez la tache rouge, cette fois-ci, elle descend plus bas. Elle vient à proximité du cotyle, de l'articulation de la hanche. Et l'objectif, c'est d'essayer d'enlever la tumeur, mais sans enlever la hanche. Et grâce à la reconstruction 3D, on va en parler, on va pouvoir définir exactement nos zones de résection et essayer de préserver au maximum l'articulation. Ici, vous voyez la reconstruction avec du ciment, et vous notez sur la photographie en bas à droite qu'on a effectivement préservé la hanche et on a réussi à enlever une grande totalité du bassin sans enlever la hanche chez ce patient. Enfin, on peut utiliser la reconstruction 3D et l'impression 3D pour poser le matériel qui va remplacer l'articulation, c'est-à-dire une prothèse, ou même, comme c'est le cas dans certains cas, fabriquer une prothèse en impression 3D qui sera faite pour le patient, mais ça, c'est une technique qu'on utilise très peu. Alors, pourquoi faire ça? Pourquoi utiliser l'ordinateur? Parce que d'abord, les plans de coupe, vous voyez, sont beaucoup plus précis. On évalue la précision à de l'ordre de 3 mm quand on utilise une planification par ordinateur, alors qu'on a 12 mm, 11 mm lorsqu'on a une coupe à main levée. Ça fait quand même une grande différence. Et l'autre différence importante, c'est qu'on a une zone de sécurité de 6 mm, qu'on peut descendre jusqu'à 6 mm, c'est-à-dire préserver plus d'os que si on l'avait fait la coupe à la main. Alors, voilà un exemple concret. Une patiente de 34 ans qui a un chondrosarcome, c'est une tumeur cancéreuse qui est développée à la partie interne du bassin. Vous voyez cette tache blanche qui est collée sur le bassin de la patiente et qui se développe dans son abdomen. La chirurgie doit s'attacher à enlever la tumeur, mais d'enlever aussi l'os qui est en regard de la tumeur. Or, on est dans l'abdomen et si la partie proximale serait accessible, la partie distale ne l'est pas. Alors, comment est-ce qu'on programme l'opération? Eh bien, on reconstruit en 3D le bassin de la patiente, on reconstruit en 3D la tumeur de la patiente, on définit la zone d'os qu'on veut enlever. Ensuite, on va imprimer en 3D le bassin de la patiente. Cette impression 3D, elle est stérilisable, c'est-à-dire qu'on va pouvoir la manipuler au bloc opératoire pendant l'intervention. Et surtout, elle va nous permettre de faire un guide de coupe. Et vous voyez ce dispositif qui est appliqué sur ce modèle 3D, un guide de coupe qui va me permettre de faire exactement les coupes que j'avais prévu de faire
dans l'angulation que j'avais prévu de faire, la localisation que j'avais prévu de faire. Et vous voyez à droite ces images qui peuvent vous heurter peut-être un petit peu, parce qu'elles sont un peu sanglantes, mais c'est le positionnement du guide de coupe sur le bassin de la patiente. Ici, vous voyez à gauche que la pièce de résection, c'est-à-dire la pièce opératoire, correspond exactement à ce que j'avais prévu de faire. Le modèle 3D est superposable à la pièce opératoire. Ça, c'est vraiment un des avantages de la reconstruction 3D et de l'impression 3D. Ici, on a même été plus loin parce qu'on a recoupé la pièce opératoire pour récupérer la partie de l'os qui n'était pas malade, et pouvoir la reposer sur le patient. Donc, cette patiente, on a réussi à lui enlever sa tumeur du bassin sans atteindre la hanche et surtout en respectant la continuité du bassin. C'est une intervention qui n'est possible qu'avec ce type de planification et avec ce type de reconstruction 3D. Alors, comment est-ce qu'on fait en pratique? Parce que ça peut paraître simple et évident, c'est pas si simple que ça. La première étape, c'est d'abord d'avoir un scanner. Et vous voyez ici une hanche avec un trou au fond de la hanche. C'est la tumeur du fond du cotyle qu'on retrouve ici aussi sur l'IRM de la patiente. Donc, on a deux images, une image scanner et une image IRM. À la main, on va contourer toutes les images IRM. C'est du travail parce que ça prend beaucoup de temps. On le fait à la main pour l'instant. Ça pourra probablement être informatisé par la suite, mais on le fait à la main. Et ensuite, on va fusionner les images d'IRM et les images de scanner pour aboutir à ce modèle 3D que vous avez ici et qui va pouvoir être travaillé. C'est-à-dire qu'on va pouvoir définir les zones de coupe, c'est ce que j'ai fait déjà en vert ici, mais je peux faire apparaître aussi la tumeur, vous allez voir, pour être sûr que ma zone de résection passe bien à distance de la tumeur dans tous les plans. Et ensuite, donc, je sais ce que je dois enlever comme os. Je vais pouvoir faire confectionner par les ingénieurs un guide de coupe dont je choisis exactement la position, l'orientation, la longueur, etc. Je définis moi-même avec l'ingénieur le guide de coupe. Une fois que j'ai ce guide de coupe, je vais même positionner les broches qui vont me permettre de le fixer en paire opératoire et d'avoir exactement le trajet que je vais suivre avec ma lame lorsque je vais faire la coupe du bassin. Alors, est-ce qu'il y a d'autres moyens de faire? Oui, il y a la navigation. La navigation, c'est l'utilisation de systèmes optoélectroniques qui vont permettre de fusionner des images, une anatomie du patient avec une image. C'est plus compliqué, ça utilise une caméra, c'est un peu plus imprécis, mais c'est utilisé par certaines équipes. Nous, on l'a utilisé sur les prothèses, mais peu en chirurgie tumorale. Ça a été assez bien étudié, ça a montré comme une certaine performance, et notamment une courbe d'apprentissage qui est assez rapide. Avec ces dispositifs-là, c'est assez facile de comprendre la chirurgie et de la pratiquer. J'étais trop vite là. Voilà. Encore un autre exemple ici de résection guidée donc d'une tumeur du bassin. Pour ceux qui ne connaissent pas, à gauche, vous voyez le bassin. La cavité qui est au milieu, c'est la cavité de la hanche. C'est un patient qui avait une tumeur qui se situait sur l'ischio, c'est-à-dire la zone sur laquelle vous êtes assise tous les jours. Et il fallait donc enlever cette tumeur, mais aussi enlever la moitié de l'articulation en essayant de la préserver au maximum. Donc, au milieu, vous avez l'impression 3D du patient. Vous avez le guide de coupe en paire opératoire à droite. Et encore une fois, la pièce de résection à la fin de l'intervention qui est parfaitement superposable, vous voyez, à l'intervention qu'on a prévue grâce à ces dispositifs d'impression 3D. Ici, un cas un peu exceptionnel, c'est un des premiers patients que j'ai opéré avec cette technique. C'était en 2016, je crois. C'est un patient qui avait une volumineuse tumeur endopelvienne qui rentrait dans le bassin. Et donc, il fallait en monobloc enlever la tumeur abdominale plus la tumeur du bassin. Donc, on l'a opéré à deux équipes. Une équipe a fait la laparotomie pour ouvrir le ventre du patient, dégager la tumeur en intra-abdominal. On a retourné le patient sur le côté pour ensuite faire les coupes au niveau de la hanche, qu'on fait évidemment sans voir la tumeur à ce moment-là. Ensuite, on a extrait la tumeur par voie abdominale et enfin reconstruit le patient avec une prothèse. Vous voyez ici la pièce opératoire où on voit le volume de la tumeur des parties molles et l'extension dans le cotyle. C'est une opération faite comme ça qui ne peut pas être faite autrement qu'avec une planification 3D et des guides de coupe. C'est absolument impossible à faire autrement. Chez ce patient, on a été plus loin puisqu'on a fait la reconstruction de la hanche en utilisant aussi la planification 3D et les guides. Nous avions un guide qui nous permettait de mettre une tige dans l'axe du bassin. Et vous voyez ici la reconstruction du patient
à droite, avec la prothèse qui est mise dans l'os restant. Et là, c'est pareil, sans avoir cette précision du guide, on ne pourrait pas avoir ce positionnement de la prothèse. Alors, des autres indications qui sont assez rares, mais intéressantes, c'est un patient qui a une blessure de guerre, il a 23 ans, et vous voyez, son fémur a consolidé en position vicieuse majeure. Ce patient, non seulement son fémur est tordu dans le plan frontal, mais il est dans le plan sagittal et dans le plan axial, donc il faut faire une correction dans les 3 plans. Alors, avant, évidemment, à la main, on réfléchissait beaucoup, on essayait de le faire, mais c'est extrêmement difficile à faire. Là, on a imprimé en 3D son membre inférieur, on a confectionné des guides de coupe pour faire la coupe au bon endroit, et on a pu faire une reconstruction. Vous avez les vues péropératoires, donc la reconstruction 3D du fémur du patient, le guide de coupe en péropératoire, et vous voyez qu'à la fin de l'intervention, on a réussi à corriger son fémur dans les 3 plans, c'est-à-dire à le remettre droit, à le régler en rotation, à lui redonner la longueur. Tout était planifié au préalable et tout avait été déjà simulé sur la reconstruction 3D du patient. Voici un dernier cas intéressant d'une patiente qui a 30 ans. Alors, normalement, on ne devait pas voir son visage, je suis désolé. J'avais mis que les jambes, je vais laisser ici. Attendez, voilà. Je reviens en arrière, voilà. Vous voyez, cette patiente a une déformation majeure des genoux. C'est-à-dire qu'elle a une pathologie congénitale qui s'appelle une maladie de Blount. Elle a été opérée dans l'enfance à plusieurs reprises. Vous avez son genou droit et son genou gauche. En gros, quand vous regardez son fémur de face, son tibia est de profil. Donc elle a 180 degrés de trouble de rotation dans les membres, avec une déformation absolument majeure. C'est dommage que... Est-ce que ça va marcher, le 3D? Je vous ai montré le 3D, là. Non, ça en passe. Bon, ça ne marche pas, c'est pas grave. Donc là encore, on a reconstruit son membre inférieur en impression 3D. Vous avez son membre inférieur à gauche. On a programmé notre chirurgie et reconstruit son membre inférieur avec les prothèses en place. Et on a fait donc une intervention qui a consisté à faire une correction de son fémur, une correction de son tibia, la mise en place d'une prothèse. Donc là aussi, c'est une intervention qui est quand même très compliquée à faire sans avoir au préalable imaginé avec les ingénieurs toutes les corrections et tous les plans. Le gros avantage aussi de l'impression 3D, c'est que non seulement on va planifier les coupes, mais on va planifier aussi le positionnement de la plaque. C'est-à-dire que le système va nous permettre de faire la correction automatique dans la plaque. On va préparer les trous, et quand on alignera les trous et qu'on mettra la plaque, on aura obtenu la correction, idéale. Donc là, c'est pareil. Je voulais éviter de vous montrer le visage de la patiente. Ici, vous avez la correction. Vous voyez la prothèse de genou en place avec double ostéotomie du fémur et du tibia. C'est une patiente qu'on a opérée des 2 genoux et chez qui on a pu mettre 2 prothèses de genoux avec reconstruction totale des axes grâce à cette technique de reconstruction 3D que je voulais vous montrer aujourd'hui. Alors, pour conclure, la chirurgie assistée par ordinateur et l'impression 3D. D'abord, ça nous permet de faire une planification rigoureuse et une planification qui est partagée. C'est-à-dire qu'autour de ce modèle 3D, on va être plusieurs cerveaux à réfléchir. Il y a le cerveau du chirurgien, mais il y a aussi le cerveau de l'ingénieur, il y a aussi le cerveau du concepteur de la prothèse, le cerveau éventuellement de celui qui a réfléchi à la plaque. Et ça, c'est très intéressant parce qu'on s'enrichit, comme vous le savez, des avis de nos spécialités diverses. Et ça, c'est très intéressant et c'est au bénéfice de nos patients. La deuxième chose, c'est une sécurité péropératoire parce que mon planning est fait. Je sais que je vais suivre mon planning. Si mon planning est bon, mon intervention sera bonne. Alors, c'est un avantage, mais c'est aussi un inconvénient. C'est-à-dire que je n'ai pas de modularité dans le système. C'est-à-dire que je suis obligé de faire l'opération que j'ai prévu de faire et je ne peux pas tellement la modifier une fois que j'ai choisi les modalités de mon geste opératoire. La précision des coupes, je pense vous avoir démontré que c'était vrai, c'était pas une idée. Pour nous, c'est indispensable, et pour moi, c'est indispensable aujourd'hui dans la chirurgie tumorale, en particulier du bassin, parce que j'en ai besoin pour faire cette chirurgie, avec un geste qui est quand même plus sûr, plus rapide et mieux préparé. Les inconvénients, c'est la préparation préopératoire, parce que ça prend du temps. La patiente dont je vous ai montré l'opération avec les 2 genoux, ça a été 6 mois quasiment de préparation, d'aller-retour pour dire ça je veux pas, ça il faut faire autrement, cette broche il faut la mettre dans un sens, dans l'autre, etc. Parce que
évidemment, vous planifiez sur un os en dehors du patient, mais l'os dans le patient, c'est différent. Il y a une voie d'abord à respecter, il y a des parties molles, il y a des nerfs, il y a des vaisseaux, etc. Le délai de réalisation des guides, c'est environ 3 semaines. Le coût, alors en France, la sécurité sociale nous prend en charge les guides de coupe sur la chirurgie du bassin et des tumeurs, mais pas forcément sur la chirurgie des déformations. Et puis la durée, alors pour moi aujourd'hui, ça me prend moins de temps de faire l'opération au moment du geste chirurgical grâce à ces instruments-là. Pour ceux qui font de la navigation, il y a un temps de traitement des images péropératoires qui fait que ça rallonge quand même de 30 à 40 minutes. Pardon. Voilà ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. Et puis, c'est une occasion aussi pour moi de vous sensibiliser aux dons d'organes et de tissus, parce que le don d'organes est assez connu dans la population, le don de tissus l'est beaucoup moins. Il faut savoir qu'on est tous donneurs d'os. Mon os peut vous convenir et le vôtre peut me convenir. Il n'y a pas de compatibilité de sexe, d'âge, de couleur ou de groupe sanguin. On a encore des obstacles assez importants pour ce don d'os. La population n'est pas encore très prête à ça. On a des possibilités de prendre ces os sur des donneurs décédés et ça fait partie des campagnes qu'on mène avec les collègues de la banque de tissus pour obtenir suffisamment d'os, notamment pour pouvoir réaliser ces chirurgies. Merci de votre attention. Est-ce que vous avez des questions, des remarques? Oui, je voudrais vraiment remercier le professeur Serrault. D'abord, il a tenu son temps de parole. Ah oui, alors dans un temps court, présenter énormément de données, mais extrêmement facile, je trouve, à comprendre. Enfin, je suis quand même médecin, mais une iconographie splendide. C'est vraiment une très, très belle réalisation. Alors, Jean-Paul, si tu veux peut-être animer ou peut-être prendre les notes de discussion. Alors, il y a Madame Cipriani. Je me demandais si il y avait des phénomènes de rejet, quelquefois, et par rapport au cancer, si quelquefois il y a des nouvelles cellules cancéreuses qui se remettent autour de la prothèse. Alors, dans les tumeurs cancéreuses, il y a évidemment plusieurs types de tumeurs. Les tumeurs les plus fréquentes sont les métastases. J'en parle pas ici, mais on peut utiliser aussi ce type de technique pour les métastases. Dans les tumeurs osseuses primitives, il y a 2 risques, effectivement. Il y a la récidive locale et les localisations à distance. La récidive locale, effectivement, nous pose un problème parce qu'il faut pouvoir surveiller les patients. Et faire une imagerie chez un patient qui a autant de métal dans le genou, c'est par exemple assez compliqué. Heureusement, à Nancy, nous avons une équipe extrêmement performante en imagerie, notamment dans les séquences qui suppriment les artefacts métalliques, ce qui nous permet de suivre ces patients précisément pendant un minimum de 5 ans. Ils ont un scanner, une IRM tous les 4 mois pendant 2 ans et tous les 6 mois jusqu'à 5 ans. Tous. Donc, ils sont surveillés de près. Alors, le rejet, vous avez parlé, on n'a pas de rejet immunologique sur l'os. Quand on a des rejets, c'est infectieux. C'est-à-dire que c'est un problème infectieux. Et c'est pas immunologique. Il n'y a pas de réaction immunitaire sur l'os. Oui, moi je voudrais vous poser une question. Je vous félicite déjà pour cette conférence effectivement très brève, mais tout est dit. Et je voulais parler matériaux. Est-ce que vous utilisez encore en chirurgie orthopédique le chrome cobalt? Oui. Et parce qu'il y a quand même pas mal de problèmes avec le cobalt actuellement, on parle de le supprimer. Donc, est-ce que vous avez des matériaux de substitution par rapport au chrome cobalt? Alors, ce débat est intéressant. Alors, et nous utilisons que du chrome cobalt, quasiment. C'est-à-dire que nous utilisons un peu il commence à y avoir des prothèses en titane, mais le titane est plus cassant. Le titane est très difficile à polir. Et donc, toutes les prothèses qui ont besoin d'un couple de frottement qui glisse bien, elles sont en chrome cobalt. Donc, tous les patients porteurs de prothèses ont une prothèse, enfin, la plupart des patients porteurs de prothèses aujourd'hui ont une prothèse en chrome cobalt. Le problème, c'est qu'en fait, cette histoire de cobalt, elle a été démontrée chez l'animal, qu'il y a, et de façon expérimentale, on a fait manger du cobalt, enfin, on a injecté du cobalt à des souris pour montrer que ça était cancérigène. Il n'y a aucune preuve chez l'homme que ce soit cancérigène. Et avec le nombre de patients qui sont porteurs de prothèses depuis des décennies, je pense que ça se saurait. Donc, je pense que c'est un mauvais procès, qu'on sera encore obligé d'utiliser du chrome cobalt pour longtemps.
Je pense qu'il faut rassurer les patients, la population des gens qui sont porteurs de prothèses, y compris du chrome cobalt, que probablement que si ils font un cancer un jour, s'il sera sans rapport avec leur prothèse, à mon avis. Oui, ben nous avons exactement le même problème. Surtout que nous avons l'avantage que nos prothèses en chrome cobalt, les prothèses partielles, elles sont exclusivement exotissulaires. Elles ne sont pas intratissulaires. Nous utilisons effectivement le titane pour nos implants. Alors, il y a une grande campagne qui est menée actuellement, avec des alertes qui ont été données au niveau européen là-dessus, mais qui n'ont pas de fondement scientifique, enfin, et surtout qui peuvent nous mettre dans une situation extrêmement délicate parce que les prothèses, on en met beaucoup. Enfin, aujourd'hui, il y en a probablement une dizaine de posées au CCEG, comme tous les jours de la semaine. Et évidemment, on n'a pas les moyens d'avoir d'autres alliages que l'acier inoxydable qui contient du chrome cobalt. Oui, on ne connaît pas de matériau qui ait la rigidité suffisante comme celle du chrome cobalt. Nous utilisons parfois du PIC, Ouais, mais c'est pas du tout résistant et ça ne donne pas du tout les qualités du chrome cobalt. Combien vous faites d'interventions par an? Alors, pour les tumeurs, les résections de bassin comme ça, comme je vous ai montré, heureusement, c'est rare parce que c'est quand même une chirurgie. Alors, quand on replace ça au niveau du problème mécanique et juste de l'os, ça peut paraître simple. C'est quand même des patients qui vont avoir des séquelles importantes. Je dirais que les tumeurs du bassin, c'est une dizaine de cas par an. Les tumeurs des os longs sont quand même beaucoup plus fréquentes et s'adressent aussi à des patients jeunes, souvent. Mais j'ai moins recours à ces planifications 3D. Alors, ce champ-là du 3D, il est en train de s'ouvrir sur plein de domaines. Et par exemple, pour la traumatologie, quand vous avez avec vous un interne ou un chirurgien qu'il faut former au traitement d'une fracture, certaines équipes proposent par exemple d'imprimer la fracture du patient et puis de dire aux jeunes, ben, vas-y, entraîne-toi, fais l'opération sur l'os sec, imprimé 3D avant de faire l'intervention sur le patient. C'est extrêmement intéressant aussi d'un point de vue pédagogique. Ça va permettre quand même de se préparer à une situation qui est difficile avec une simulation. Là, on rentre dans le domaine de la simulation, qui est un domaine qui m'est cher puisque je dirige l'école de chirurgie. Ouais. Et ce domaine-là est intéressant avec le 3D. Et c'est vrai que travaillant sur l'os, il n'y a rien de plus simple que d'imaginer d'imprimer l'os en 3D. C'est tout à fait logique. Très bien. Merci. Y a-t-il d'autres questions? Oui, professeur Karcher. Et François, je voulais, sur le plan technique, est-ce que vous avez les moyens d'imprimer en 3D aussi l'environnement? Je parle vasculaire. Et la deuxième question qui va avec, c'est au bloc, est-ce qu'il y a des tentatives de développement de réalité augmentée où tu pourrais, dans le champ visuel, avoir le champ opératoire plus la simulation? Alors, ça commence, effectivement, l'impression 3D pour l'os, et puis ensuite Alors, aujourd'hui, non. Aujourd'hui, on peut pas imprimer en 3D les parties molles autour. Ça se fait pas. Par contre, avoir sur des lunettes virtuelles les parties molles autour du champ visuel, on commence à l'avoir. Ça commence à se faire, notamment sur les prothèses d'épaule. Ça se fait un petit peu aussi dans la chirurgie du bassin. Mais je dirais que là, on est quand même sur du progrès qui prendra du temps. C'est très compliqué. Là, on a la chance quand même d'avoir un dispositif qui est, enfin, vous l'avez vu, qui est simple. Tout le monde peut comprendre ce que j'ai fait. C'est pas très compliqué. C'est facile à imaginer. Ça prend un peu de temps, bien sûr, avant, mais c'est concret. Je dirais que la réalité virtuelle, là, on est dans des domaines avec les difficultés qu'on a aujourd'hui à l'hôpital, vous le savez. Oui, alors c'est sûr que c'est une solution, mais pour moi, une solution technique qui prend plus de temps, qui ne permet pas d'opérer plus de patients, et qui n'apporte pas forcément un bénéfice aux patients directs, il faut réfléchir un peu avant d'y aller. Donc cette orientation-là, intellectuellement, elle est intéressante. Je suis pas sûr qu'elle soit vraiment réaliste pour en faire un outil de tous les jours, parce que c'est ça la question, c'est qu'il faut soigner les patients, et puis
dans un temps qui est donné, avec les moyens qu'on a. Et là, on est vraiment avec ce que je vous ai montré, on est vraiment sur du progrès réel, utilisable dans la vie de tous les jours, à un prix raisonnable, et une technologie assez simple. Le reste, j'ai bien peur que ça reste au stade du virtuel, quoi. C'est que, bon, aujourd'hui, le problème, c'est pas d'avoir la réalité virtuelle, c'est d'avoir le personnel dans les blocs opératoires. Tu as parlé du coût, qui est important, du coût humain, du coût en temps, et du côté de la reconnaissance en termes d'actes classifiables et par la sécurité sociale notamment. C'est intéressant. Alors, sur la chirurgie du bassin, moi j'ai fait ce travail dans le cadre d'un PHRC national avec l'ensemble des un grand nombre de chirurgiens français qui s'occupaient de ce domaine-là, et on a réussi à obtenir la prise en charge des guides de coupe pour la chirurgie du bassin. On l'a pour la chirurgie du bassin et pour la chirurgie du rachis. Donc à partir du moment où vous êtes dans une équipe référente dans un centre de recours, le patient, enfin l'hôpital, parce que là c'est évidemment pas le patient qui paye, l'hôpital obtient le financement pour la réalisation des kits de coupe. Et on est sur des tarifs qui sont tout à fait raisonnables, et qui sont de l'ordre de 1 à 2 000 euros. Donc on est quand même sur des tarifs raisonnables. On est voilà. Finalement, c'est le temps plus long, le guide de coupe. Le temps que je ne compte pas, par contre, c'est tout le temps que je vais passer, moi, à contourer toutes les images à la main pour pouvoir fusionner les images, envoyer les images à l'ingénieur. L'ingénieur, il va me renvoyer le 3D. Ensuite, je vais lui dire, le guide de coupe, je vais le faire comme ça. Je vais corriger les angles. Et tout ça peut prendre effectivement beaucoup de temps. Donc, un coût élevé. Donc, un coût élevé, mais bon, celui-là, je ne le compte pas. Ça fait partie du job. D'autres questions? Oui, Jean-Pierre Jolas. Oui, ce que je voudrais savoir, c'est la personne opérée, elle retrouve toute la mobilité de ses membres comme si elle n'avait pas été opérée ou pas? Non, malheureusement. Alors, tout dépend, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure en préambule, tout dépend de l'importance des sacrifices qu'on a fait. C'est-à-dire que même sur une tumeur volumineuse, si on n'a pas enlevé trop d'os à proximité d'une articulation, ça va. Tant qu'on reste loin de l'articulation. Si on enlève de l'os à proximité d'une articulation, là, on va être obligé de faire une chirurgie prothétique reconstructrice. Et c'est vrai que souvent, il y a des séquelles. Et dans la chirurgie du bassin, il arrive aussi de temps en temps que je ne puisse pas reconstruire. Donc, j'ai des patients qui ont la moitié du bassin qui a été enlevé et qui ne remarcheront plus sans canne. Non, il y a quand même, c'est une chirurgie qui peut entraîner des séquelles, mais on a des possibilités d'appareillage. Alors on peut, et on est parfois amené à faire des amputations encore, hein. Ça reste quand même une solution quand on peut pas faire autrement. Et combien de recul en année? Le soldat ou la personne qui avait les genoux de naissance. Alors, oui, alors le jeune patient là, il a été opéré il y a une dizaine de jours, donc je serais présomptueux de vous dire mais en tout cas, il va bien. Il a là la difficulté, par exemple, c'est pas tellement d'avoir réaxé le fémur, c'est qu'on a redonné la longueur et les muscles, ça fait un moment qu'ils se sont raccourcis dans la cuisse, donc la flexion du genou. C'est quand même un challenge là. Il va passer du temps au centre de rééducation puis peut-être d'autres interventions pour libérer son genou. Donc là, il y a quand même Mais par exemple, la dernière patiente, je vous ai montré que les deux genoux très abîmés, elle a récupéré une marche normale, elle travaille, avec une chirurgie qui s'est faite vraiment dans de très bonnes conditions, que je n'aurais même pas imaginé faire sans avoir ces outils-là. C'était pas réalisable. Même si j'avais essayé de penser à tout, au moment où je donne mon trait de scie pour couper le tibia ou le fémur, pour arriver à imaginer la correction dans les 3 plans, c'est impossible. Enfin, c'est impossible si vous l'avez pas travaillé avant et si vous n'avez pas un système de correction automatique. C'est pas possible. Merci. Une question de Paolo Di Patricio en ligne. Combien d'années de recul avez-vous sur le sujet? Alors, moi, les guides de coupe 3D, j'ai commencé en 2016. Donc, ça fait quand même 7 ans. On a donc dans le domaine d'application de la chirurgie tumorale, maintenant, ça s'est imposé. On a fait un travail multicentrique qui a été publié sur le sujet. Malheureusement, on avait appuyé notre critère de jugement sur la survie des patients.
et on n'a pas pu démontrer que d'opérer ces patients, ça améliorait la survie. Ce qu'on peut évidemment comprendre, parce que on fait mieux la chirurgie, mais c'est pas toujours aussi, ça n'a pas forcément un lien toujours direct avec les patients. Et puis sur la chirurgie des corrections de déformation des membres, on en fait déjà depuis une dizaine d'années. Mes collègues de chirurgie de la main en font notamment dans les corrections des calvicieux de l'avant-bras. C'est les deux grandes applications qu'on a aujourd'hui. On a une dizaine d'années de recul sur ça. Il y a aussi une question de Jean-Claude André. Ce sera la dernière question. Jean-Claude, si tu peux poser ta question. Oui, c'est à moi. Je ne sais pas si vous m'entendez. Bonsoir. Si on vous entend très bien. Je parle après vous, mais je ne vais pas parler d'impression 3D. Mais il se trouve que dans la salle, il y a mon ami Samuel Kenzari qui travaille sur l'impression 4D. Alors, ça pourrait être intéressant pour vous, puisque l'idée, c'est de travailler avec des matériaux actifs. Et donc, ça permettrait certainement d'adapter aux fonctions du temps, effectivement, la prothèse ou l'objet que vous fabriquez en impression 3D. Et donc, ça pourrait effectivement être, à mon avis, un point de jonction intéressant entre ce petit laboratoire qu'est l'Institut Jean Lamour, où il doit y avoir à peu près 800 ou 900 personnes, et vous, quoi. Hein, et ça pourrait être, je pense, un deal intéressant. Vous n'aurez pas les résultats avant quelques années, mais ça peut être une ouverture tout à fait intéressante, puisqu'on pourrait modifier l'objet que vous avez fabriqué en 3D au cours du temps en fonction d'impératifs biologiques. Voilà, c'est tout. Oui, alors merci de votre intervention. Alors c'est vrai que par curiosité, je suis allé sur le site et j'ai rapidement survolé les thèmes des présentations qu'il y avait eu auparavant. J'ai vu qu'il y avait une présentation sur le 4D que je ne manquerai pas d'écouter parce que j'avoue que là, il y a une dimension que je connais pas bien. Mais non, bah, effectivement, évidemment, tout ça, c'est le fruit de collaboration avec des ingénieurs, avec des spécialistes des biomatériaux, et c'est indispensable pour en arriver là. Ce qui est intéressant, c'est de voir que c'est quand ça a des applications concrètes. C'est ce que j'ai essayé de vous montrer aujourd'hui, c'est que je vous ai montré des choses qui sont concrètes. C'est une application concrète. Mais moi, c'est du concret, mais c'est du concret pour demain. Voilà. Très bien, merci.